La grande interview sur BFM Business. Bonsoir François Omril, merci d'être là. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Tous mes voeux. Président de la CFE-CGC, c'est une rentrée un peu sur les chapeaux de roue, parce qu'on va parler budget, on va parler retraite, puisque visiblement c'est sur la table. Vous êtes reçu jeudi par François Bayrou à Matignon. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous êtes inquiet? Vous êtes prêt à négocier? Est-ce qu'il y a une méthode Bayrou dans la négociation? Négociation aussi à Bercy, on l'a vu avec le PS, avec les différents partis politiques. Je ne sais pas, on verra. Moi j'essaye de faire la part des choses entre ce qui est du domaine de l'approche politique des choses. On voit bien, il y a la nécessité pour les responsables politiques, en l'occurrence le Premier ministre François Bayrou, de trouver les équilibres nécessaires à développer une politique. Ça, j'ai envie de dire, c'est son problème en fait. Nous, ça ne nous regarde pas. Il est important pour nous d'avoir des interlocuteurs relativement stables et surtout qu'on l'esprit suffisamment ouvert avec une approche suffisamment documentée des dossiers pour qu'on puisse travailler ensemble. Vous posez la question de la retraite. On a déjà eu des contacts préalables avant la réunion qu'on va avoir en bilatéral jeudi. D'autres l'ont eu aujourd'hui, l'auront demain, etc. Ça fait partie de l'exercice normal d'un Premier ministre qui prépare son discours d'investiture. Moi, je trouve ça plutôt bien qui nous reçoivent avant. On va pouvoir un petit peu lui réexpliquer quelle est notre position sur le dossier. Et est-ce qu'on est optimiste? Est-ce qu'on est inquiet? Non, inquiet, je ne le suis pas plus que les autres. Il faut quand même que j'envoie un signal un peu positif. On est des personnes publiques tout au long qu'on est. Là, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu le 14 janvier, discours de politique générale, avec un proposition de budget, du moins, enfin, on espère proposition, enfin les grandes lignes, on en sort un peu plus. Puis le 16 janvier, déjà, motion de censure. Est-ce que le choc de la démission du gouvernement de Michel Barnier est quand même dans la tête, on le sait bien, des politiques, mais aussi dans votre tête à vous, François Omril, et dans la tête des syndicats en disant on va peut-être pas recommencer tout de suite. Donc il faut qu'on trouve des terrains d'entente. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que psychologiquement ça joue? Moi, je ne veux pas donner de gage a priori à François Bayrou. Je dirais que pour le moment, il ne le mérite pas. On verra. Peut-être qu'il le méritera. Mais par contre, je confirme que quand nos interlocuteurs comme ça disparaissent du plateau quasiment du jour au lendemain, c'est un problème pour nous. Ça, c'est vrai. J'ai eu l'occasion de le dire, et ici même, on a besoin quand même d'avoir des interlocuteurs. On a d'ailleurs fait ce communiqué tous ensemble. On a besoin d'avoir des interlocuteurs qui suivent les dossiers sur la durée. Et parce que c'est comme ça qu'on travaille en fait. Vous savez, dans l'organisation syndicale, les partenaires sociaux, on ne représente pas le lieu du pouvoir. Le pouvoir, il est à l'Élysée, il est à Matignon, il est à l'Assemblée nationale. C'est eux qui exercent le pouvoir. Il y a un exécutif. Nous, on est les interlocuteurs de l'exécutif et on a envie que les choses avancent. On a envie que les problèmes se règlent. Et on a des propositions à faire parce que on est les représentants de cette société au travail qui est capable d'identifier la nature des problèmes et de proposer des solutions. Mais en face de nous, il faut qu'il y ait des interlocuteurs qui les prennent en charge, en fait, ces solutions-là. François Omril, je vous propose, on va écouter Patrick Martin, président du MEDEF. Faisons-le. Qui a été aussi le signataire de cette tribune dont vous parliez, ce communiqué. Il était reçu tout à l'heure. Justement, on a parlé réforme des retraites, mais pas que. On l'écoute et puis après, comme ça, vous nous direz, vous, quel est votre message? Ah, petit problème. J'ai signifié au Premier ministre que nous étions prêts à nous prêter à une discussion sur l'aménagement de la dernière réforme des retraites, à un certain nombre de réserves près. D'abord, en prenant en compte le panorama général des décisions qui seront proposées dans le cadre du PLF et du PLFSS. C'est-à-dire que si les entreprises doivent contribuer à remodeler la réforme des retraites, mais il ne faut pas que par ailleurs elle soit assommée d'impôts, qu'elle soit assommée de charges sociales, qu'elle soit assommée de contraintes d'une manière générale. La deuxième, c'est que ces travaux sur les retraites ne doivent pas édulcorer le rendement financier de cette réforme. Et enfin, il faut pas que ça se traduise par un alourdissement du coût du travail pour nos entreprises. Patrick Martin, donc ça c'était sur le perron de Matignon après avoir été reçu par François Bayrou. Donc, vous êtes d'accord avec lui là?
Bon, il a son discours, les entreprises assommées de charges, etc. Alors, vous connaissez les chiffres aussi bien que nous. Moi, je vais vous en donner d'autres, des chiffres, 100 milliards de dividendes et de rachats d'actions en 2023. Oui. Il y en a quand même certaines pour qui ça va bien, quoi. 25 milliards de rachats d'actions, 215 milliards de transferts de l'État vis-à-vis des entreprises. Oui. Franchement, il y a vraiment un sujet. Mais en même temps, des entreprises qui sont... C'est ça qui est paradoxal du reste, mais qui ont tout le prélèvement obligatoire le plus élevé, enfin, ça c'était en France. Alors moi je suis d'accord pour le coup, parce que j'ai lu l'intégralité de son intervention à Patrick Martin. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on ait le courage de se pencher ensemble. Et je peux le dire, pour la CFE-CGC, on n'a jamais eu peur de dire que effectivement il y avait un problème de cohérence, à savoir qu'aujourd'hui, sur la question de la santé, bien que l'assiette de la CSG ait élargi les contributions aux ressources de la partie maladie et santé, c'est quand même un problème qu'en France, ce soit le travail qui finance à 80%, les revenus du travail qui financent à 80% Donc vous seriez d'accord pour santé. Élargir la base. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à d'autres moyens, donc d'élargir effectivement l'assiette, les moyens, les techniques, ça peut être relativement complexe, mais il faudra... En tout cas, c'est notre vision des choses à la CFE-CGC. Il faudra faire la part des choses entre les contributions, entre les cotisations qui sont contributives, c'est-à-dire la retraite et le chômage, pour faire simple. C'est contributif, ça doit rester sur le salaire, ça ne doit pas être exonéré. Là, on ne va pas être d'accord avec Patrick Martin, mais le CICE et l'exonération des cotisations patronales sur le chômage, nous, on n'est pas d'accord, on n'a jamais été d'accord, mais par contre, on est d'accord pour qu'on ouvre le dossier, effectivement, des 9,2% de la CSG assises à 80% sur les salaires. C'est un problème, mais c'est un problème que nous, on est prêts à regarder. D'accord, ça c'est un premier point. Deuxième point, sur la réforme des retraites, sur l'âge, sur les 64 ans, est-ce que vous continuez à dire il faut supprimer cette barrière d'âge des 64 ans? Est-ce que vous êtes prêt à parler d'annuité? Et est-ce que vous êtes prêt, sinon, à refaire ce que Cyril Chabagnier disait tout à l'heure, peut-être à revenir à une grande réforme à points? Non, sur la grande réforme à points, on sera forcément en désaccord. Okay. On était en désaccord en 2020, ça ne marche pas. La réforme ne marche pas, la réforme de Levoy avait travaillé pendant 2 ans, soi-disant, sur le sujet. C'était tellement compliqué que personne... Non, mais on peut la faire plus simple, on peut la faire plus simple. Non, mais le système actuel, il est imparfait, bien entendu. Certains le considèrent un peu trop complexe, etc. On en parle. Nous, on n'est pas des ennemis de la complexité, on est capable de l'apprivoiser. S'il y a des problématiques, on les regarde. Simplement, ce que je veux vous dire ici, c'est que la réforme du décalage à 64 ans, c'était une mauvaise réforme. L'âge limite, c'était une mauvaise réforme. Si on revient dessus, nous, on y sera favorable. Mais ça ne fera pas disparaître les problèmes. Les problèmes, ils existaient. Oui, parce que les problèmes, c'est sur les retraites. Les problèmes, c'est le taux d'emploi des seniors. Les problèmes, c'est la productivité au travail. Et donc, vous voyez que... C'est la démographie. Non, la démographie, honnêtement, c'est pas le problème majeur aujourd'hui. C'est pas le problème majeur. Ça l'a été, notamment au moment de la réforme de 93, puis des réformes suivantes, et y compris jusqu'à celle de 2014. Ça l'est plus aujourd'hui. D'ailleurs, on nous assène l'espérance de vie. Elle n'a pas augmenté entre 2014 et aujourd'hui. Donc, il y a des problématiques, excusez-moi, pour finir, il y a des problématiques d'ordre général, de premier, de deuxième et de troisième ordre, mais ce qui est de premier ordre aujourd'hui, c'est le taux d'emploi des seniors. C'est la productivité au travail. C'est les deux indicateurs généraux. Et comment on attaque la question de la productivité au travail? Pas en disant il faut que les gens ils travaillent plus dans la semaine. Non, il faut développer les emplois de qualité. Il faut que les emplois que les gens occupent aujourd'hui, ils produisent plus de PIB. Et donc il faut faire l'inverse de ce qui a été fait depuis 15 ans. Au lieu de financer la déqualification des emplois, il faut investir dans la recherche, il faut investir dans le développement, il faut attirer à nous les compétences de haut niveau. Il faut développer la technologie. Et là, on va attaquer la question de la productivité. Sur la table, là, en ce moment, vous êtes d'accord avec moi, c'est la question du budget et c'est la question des retraites. Ou est-ce que vous allez venir avec notamment ces points-là dans votre escarcelle jeudi prochain? Moi, sur la question des budgets, du projet de loi de finances, que ce soit de la sécurité sociale ou PLF, ou le PLF général, moi j'aimerais bien qu'on parle des chiffres. Oui. C'est quoi le trou de la Sécu aujourd'hui? On en parle ou pas? C'est pas 3 000 milliards, hein, c'est 143 milliards. C'est ce qu'il y a aujourd'hui dans la CADES. Or,
on s'est désendetté. La caisse de refinancement. La caisse de refinancement, hein, qui est abondée par la cotisation, par la CRDS. C'est-à-dire que l'endettement du modèle social a diminué en 2023. Il faut arrêter quand même de nous mettre pour responsable de tout. L'État, il a sa responsabilité dans la façon dont il a géré les deniers publics. Et je vous l'ai redit tout à l'heure, on conteste l'efficacité des politiques publiques dites politiques de l'offre qui ont été totalement déployées. On est en désaccord avec Patrick Martin sur ce sujet. On a par ailleurs des points d'accord. Moi, ce que je dis, c'est que cette politique extraordinairement coûteuse, elle n'a pas été évaluée en termes de résultats. Et qu'il y a les moyens, tout en engageant des sommes financières de bon niveau, d'avoir un résultat économique bien meilleur. Vous qui vous savez bien, enfin on va avoir forcément ce débat-là, parce que là on est plutôt sur l'actualité du moment, mais ça a quand même entraîné une forme, je dis bien une forme de réindustrialisation, ça a attiré des investisseurs étrangers, donc il y a quand même eu les entreprises, elles se sont mieux portées qu'ailleurs, donc il y a quand même des chiffres positifs sur cette politique de l'offre. Il y a forcément des chiffres positifs par endroit, mais normalement, quand on évalue une politique, on l'évalue globalement, en ne laissant rien de côté, et on évalue la performance in fine. Et moi, je prétends que compte tenu des moyens engagés, on n'a pas eu le résultat économique à la hauteur de l'investissement. Moi, je viens de l'entreprise, j'ai fait toute ma carrière dans l'entreprise. Je vous prie de croire que quand un ingénieur pose un projet sur la table et qu'au final, 5 ans plus tard, il n'a pas eu le résultat attendu de son investissement, on vient lui demander des comptes. Moi, je viens demander des comptes à l'État. Et je ne vais pas me satisfaire on a créé 2 millions d'emplois ou on a réindustrialisé. Parce que ça, c'est un peu insuffisant comme affirmation. Et vous êtes bien placé pour le savoir en partie, François Omril. En plus, oui. Vous êtes là au chômage, là ? Eh bien, figurez-vous que j'ai rendez-vous avec l'inspecteur du travail cette semaine. D'accord. Il va décider d'autoriser ou pas, in fine, mon licenciement. Ouais. On verra, je ne veux pas en dire plus. Si, vous allez dire quelque chose de plus. Bah, vous savez, moi maintenant, désormais, je suis salarié d'une société qui est en liquidation. Donc, de toute façon, mon destin, in fine, c'est quand même France Travail. Pardonnez-moi d'insister encore toujours sur cette question de la réforme des retraites. Est-ce qu'en fait, le problème de la réforme des retraites, enfin du coût, parce que du côté de Bercy, on dit que les chiffres seront, enfin les déficits sera bien plus élevé que les chiffres qui ont été donnés là par le corps ou qui ont été donnés ici ou là, notamment à cause des retraites du public. Et qu'en fait, le gros problème vient de la retraite du public. Il y a une note du reste qui a été faite par Jean-Pascal Beaufret sur ce point-là. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? On ne peut pas être en désaccord, on le dit depuis 2 ans. Je le dis depuis 2 ans. Oui. Ce qui a justifié la réforme de 2023, qui a créé tout ce conflit pendant tant de mois, et cette violence institutionnelle qu'on a dû subir, c'est la question que l'État ne veut plus financer ce qu'il doit financer au titre des retraites des fonctionnaires. Le débat, il est clair. Et aujourd'hui, quand on nous dit qu'il y a un déficit global, ça ne veut rien dire. Parce que le régime des fonctionnaires d'État n'est pas un régime par répartition. Oui. Il va quand même falloir qu'on le dise aujourd'hui. Ça n'est pas un régime par répartition. On mélange l'huile et l'eau. Et on dit globalement ça fait ça. Mais non, globalement ça fait une mayonnaise en fait, si on touille bien. Non, il faut de la faire. Il faut finalement, en 2000, on nous disait il y a 42 régimes. C'est super compliqué. On disait bah oui, c'est compliqué. Mais on peut comprendre pourquoi il y en a, etc. Et aujourd'hui, on nous dit il n'y a plus qu'un seul régime. Et on culpabilise tout le monde au motif de dire bah, globalement c'est en déficit. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. Il y a des régimes qu'on administre, c'est l'Agirc Arrco. Que je sache, on a des réserves et les réserves, ils ont augmenté. Donc nous, on est capable de gérer les choses et d'aborder les choses de façon pragmatique. Donc c'est vrai qu'en 2023, il y a eu un peu plus de 1 milliard de résultats négatifs sur la partie CNAV. Il y a eu à peu près 10 fois plus sur la partie maladie. On a des problèmes sur la Sécu. Eh ben, on en parle. Il y a des problèmes de ressources, il y a des problèmes de financement. Nous, on ne nous parle que des questions de dépenses. Le résultat, vous savez, c'est quoi le résultat ? C'est que cet hiver, dans les hôpitaux de montagne, par exemple, les gens qui se blessent, eh bien, ils ne peuvent plus être accueillis. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est dirigé par des gens qui pensent que parce que les chasse-neige ne servent que 6 mois par an, il faut en supprimer la moitié. Et moi, je ne peux plus supporter ça, en fait. Il faut mettre un petit peu d'intelligence sur le terrain. Alors, il faut mettre les gens en responsabilité. À ma première question, qu'est-ce que vous allez demander ou dire à François Bayrou jeudi ? Moi, sur la question des retraites, je vais lui dire, écoutez, vous dites, votre approche... ou comme ça, on va faire comme le pouce de Marine Le Pen. Je vais vous dire ce que il le sait d'ailleurs. Vous voulez avoir une approche pragmatique, eh bien, c'est parfait.
vous pouvez nous compter dans le tour de table. Nous, on va avoir une approche pragmatique. Okay. Là où il y a des problèmes, on dira il y a des problèmes. Vous serez là. Probablement, on sera en capacité de dire voilà la solution qu'on propose. On sortira de l'idéologie. On essayera d'apprivoiser la complexité des données. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essayera d'apporter un certain nombre de réponses, mais ce sera des réponses globales. Parce qu'au passage, quand Patrick Martin, et moi je comprends son point de vue, quand il dit mais oui, il ne faudra pas attaquer l'économie générale de la réforme, c'est très intéressant. Parce que oui. C'est ce que dit Bercy aussi. Hein. Moi, j'ai envie de prendre à mon compte son propos en disant mais il faut prendre effectivement l'économie générale. Or l'économie générale c'est quoi? C'est des gens qu'on va forcer à travailler jusqu'à 64 ans, là où aujourd'hui ils ne sont plus en condition physique pour le faire. Ils vont partir en arrêt de maladie. Donc d'un certain côté, on va dire ah ben c'est super, on a forcé les gens à travailler plus, et de l'autre côté, on va avoir le déficit de la partie maladie de la sécurité sociale qui va exploser. Est-ce qu'en termes d'économie générale, on aura été gagnant? Ben non en fait, on aura perdu. Les assédiques entre le chômage et la retraite. Tout à fait. La question, les annuités, vous allez dire, on discute, prêt à discuter. C'est une grande conférence, vous y serez, ça vous nous l'avez dit, mais vous êtes prêt à discuter là-dessus? Bon, écoutez, moi je veux bien qu'on en discute, mais je vais refermer le dossier très vite. Les annuités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'âge moyen de rentrer sur le marché du travail, c'est 23 ans. L'âge moyen. Oui. Ça veut dire que des gens qui ont fait des études, parce qu'il y en a, heureusement d'ailleurs qu'il y en a qui font des études, c'est un investissement aussi, c'est un investissement pour la société, etc. Ils vont rentrer sur le marché du travail à 25 ans. Hein, alors après, tout le monde n'a pas tout à fait le même statut, il y en a qui ont travaillé pendant leur congé, etc. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec bientôt 43 ans d'annuité et la perspective de partir en retraite à 68 ans, c'est pas suffisant? S'il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'on règle le problème en augmentant indéfiniment... Ben voilà, vous le réglez comme ça, avec la question des annuités. Moi, je dis, il faut regarder... À 18 ans, vous faites 45, 46... Alors là, par contre, les dispositifs de carrière longue, nous, on est très favorable à ce qu'ils soient valorisés. Et au passage, dans la mesure à 64 ans unilatérale, c'était une mesure particulièrement nocive, notamment pour les carrières longues et notamment pour les femmes, notamment les mères de famille. Je l'ai largement démontré ici. Et si on peut revenir sur ces injustices qu'on a créées, nous, on y est favorable. Toute dernière question, là, qui n'a rien à voir, mais sur là, parce qu'il y a beaucoup d'actualités entreprises, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés, notamment la question de la fonderie de Bretagne, avec, vous savez, donc Renault qui veut fermer cette fonderie. Vous avez écrit à Emmanuel Macron, vous avez une réponse ? Non, pas de réponse. Pas de réponse. On lui a fait ce courrier. Vous avez fait ce courrier, oui. On lui a fait ce courrier. On est plusieurs signataires, principalement, c'est quand même le plus important, les représentants syndicaux sur place dans l'usine. Moi, je vais vous dire, ce qui me paraît extrêmement fort et très symbolique dans cette affaire, et je trouve ça assez merveilleux finalement, c'est que l'ensemble des salariés, avec la direction, depuis plusieurs années, travaillent sur un projet pour lequel ils ont trouvé un actionnaire en capacité de reprendre la boîte. Ouais. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils ne demandent pas la nulle. Ils ne demandent pas la lune. Ils demandent à ce que l'entreprise Renault garantisse pendant un certain temps un certain volume de commandes. Ouais. Et nous, on dit, écoutez, quand même, c'est à l'entreprise aussi de faire son effort. Dans cette affaire, tout le monde a fait des efforts, et y compris l'État d'ailleurs. Tout le monde a fait des efforts. Il faut que Renault fasse des efforts, parce qu'ils ne sont pas totalement en dehors du dossier. C'est quand même eux qui ont vendu la filiale à un fonds de pension qui l'a quand même un peu asséché et qui aujourd'hui se retire. Je ne veux pas rentrer dans le détail, d'ailleurs probablement je ne le connais pas assez bien, je dirais des bêtises. Mais dans cette affaire, voilà, l'État, 15% au capital de Renault, il ne serait pas capable quand même un peu, parce que là aussi, il y a une économie globale du projet. Qui c'est qui va payer quand ces 350 salariés vont se retrouver au chômage demain? C'est la collectivité qui va payer. Donc il faut avoir une vision responsable de l'économie. Là, pour le coup, l'entreprise, et je termine, Renault est convoqué à avoir une attitude responsable dans le dossier. Eh bien, moi, j'espère qu'ils ne vont pas nous décevoir. Ben voilà, en plus, vous connaissez bien Jean-Dominique Sénard. Merci beaucoup, oui, dont on a beaucoup parlé pour être aussi ministre du Travail. Merci François Omril d'avoir été avec nous dans cette grande interview. On vous retrouve ensuite, du reste, avec Guillaume Paul dans le cadre des experts. Et nous, on se retrouve demain. Bonne soirée. Bonsoir. La grande interview sur BFM Business.